Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, ce nouveau podcast avec Dao et Eric et Dao. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un questionnement qu'on a vis-à-vis des patterns, donc des schémas récurrents qu'on a mis en place à l'intérieur de nous, des processus qui peuvent nous emmener jusqu'à nous mettent en danger, voire vers la mort, simplement parce que ces processus, qui peuvent être des processus internes, sont souvent influencés donc par le social, le travail, l'amical, le familial. Quoi. En gros, là, on est sur le schéma social, l'émotionnel, il y a plein d'éléments. Et ces automatismes font qu'on peut se mettre dans une situation dangereuse. Et à la place de dire non, non, là, je ne vais pas le faire, le phénomène d'habituation qu'on a eu et la répétition tellement simple qui demande très peu d'énergie de dire oui, je le fais, même si je le ferai, parce que ça fait 10 ans que je le fais, 20 ans que je le fais, 30 ans que je le fais. Je vois pas pourquoi je le ferai pas maintenant. C'est pas parce qu'il y a un petit machin, comme là Dao va vous expliquer le cas, mais comme la pandémie ou n'importe quelle situation un peu nouvelle. En gros, on se dit, eh, oh, moi je suis pas un de ces petits jeunes qui fait n'importe quoi, ça fait 20 ans que je le fais, je vais continuer à le faire. Donc ces patterns sont tellement forts qu'en plus on a des justifications, on va pouvoir justifier à tout le monde, hein, et ce qu'on appelle de la rationalisation. Et là, on va un peu s'interroger sur ce principe qui peut aller jusqu'à l'autodestruction, alors qu'à la base, on pourrait y mettre quelque chose d'hyper positif, type fidélité à des valeurs, force de travail, etc., etc. Dao, tu peux introduire l'histoire que tu viens de nous raconter il y a 2 petites minutes, s'il te plaît? Alors, j'ai un ami dont une personne de sa famille, une personne âgée, a participé au premier tour des élections en tant qu'assesseur sur la ville de Paris. Et il a chopé le coronavirus et est décédé. Et j'en discutais hier avec mon pote qui était assez remonté parce que bon, il y a un contexte qui fait que lui, il est très au fait de ce qui se passe. Il est vraiment dans le vif du sujet pour diverses raisons. Et je lui disais que bon, en fait, c'est un très bon ami à moi, donc on discute beaucoup et je lui dis, mais c'est aussi une part de sa responsabilité aussi, du fait qu'il a accepté d'aller aux, aux élections, au premier tour en tant qu'assesseur, et il connaissait le contexte. Surtout que, alors, je crois que l'histoire, c'est il y a un médicament qui a réagi très mal au coronavirus, et effectivement, ça avait été déclaré, et lui, il prenait ce médicament-là. Donc, en fait, il y a eu un enchaînement Des de anti-inflammatoires, c'est le moment où ils ont parlé c'est des anti-inflammatoires. c'est- c'est ça. Et lui a quand même décidé de participer. Et bon, il est décédé. Après, j'en ai discuté avec lui, on s'est téléphoné. Et il me disait que bah, c'est comme si moi, je ne suis pas dans la politique, je ne me permets pas, je ne suis pas dans la médecine. Et c'est comme si tu disais aux personnels médecins de ne pas aller faire leur travail dans un contexte de guerre, comme il est cité actuellement. Et voilà. Et donc, là, on discutait sur la limite du pattern et sur le fait que est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis dessus? Est-ce que moi, je peux donner, pas forcément un avis, mais me questionner sur le fait que la personne pouvait très bien ne pas aller se présenter et en quoi ça a dérangé son cadre à lui, son cadre interne et externe. Voilà, c'était tous ces questionnements autour de ce décès malheureux, mais qui a fait que quand même cette personne est allée. Et je pense qu'on va commencer à entendre des assesseurs qui ont été infectés par le coronavirus, sachant que très généralement, il y a quand même pas mal d'assesseurs qui sont des personnes âgées. Voilà. Tout à fait. Ouais, donc là ton questionnement, c'est vraiment savoir comment on peut réagir vis-à-vis d'un pattern, donc d'un modèle qu'on a créé, qu'on a facilement automatisé, qui vit avec une conjoncture de pression sociale. Si je le fais pas, peut-être eux, on va peut-être penser ça de moi, on va pas me prendre pour quelqu'un de fidèle, d'utile, de tout cas. Je me trouve des excuses, etc. Donc après, il y a aussi nos problématiques internes par rapport à ça. Et jusqu'à quel niveau nous on peut on a un libre arbitre par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ça? C'est ça? Oui, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, quel paradigme nous on peut se poser, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir d'un contexte comme ça, qui est quand même, on sait qu'on a des chances enfin, d'être affecté en tout cas, et il n'y a pas de prise de conscience derrière. Il avait l'information, mais est-ce qu'il l'avait vraiment intégrée? Voilà. Et comment nous on peut accepter ça? Comment on peut dire,
comment les gens peuvent dire non, de toute façon, il a toujours travaillé de cette manière-là, c'est son cas depuis très longtemps, il n'aurait pas pu ne pas y aller, etc. C'est Enfin, normal. C'est sa normalité. voilà. Et comment on peut parler à ces gens-là, justement, et à son entourage? Parce que là, effectivement, de ce que j'entends, il y a des familles qui vont porter plainte contre l'État, les familles des assesseurs, parce qu'ils n'auraient jamais dû maintenir ces élections. Et donc voilà. Mais après, où est le libre arbitre, où est la responsabilité, etc. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans ce cas particulier, je pense que porter plainte contre l'État n'est pas absurde, dans le sens où si le risque est aussi important, maintenir des élections pour essayer de maintenir une espèce de paix sociale qui de toute façon allait, ou de consensus social qui de toute façon allait pas être maintenu, je pense que c'est relativement irresponsable, donc je comprends tout à fait. Ensuite, je rappelle, les deuxièmes tours vont être annulés logiquement et que dans plus de 35 000 communes, quand les 35 000 communes qui ont passé au premier tour, c'est OK. Pour tous les autres, risque d'y avoir à nouveau un premier tour. Hein. Donc ça, c'est quand même intéressant justement sur ce que tu dis. Là, ça veut quand même valoriser le fait que ça n'a servi à rien. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. L'absurdité. Voilà, l'absurdité. L'incompétence un petit peu aussi, je pense. Donc ça, je peux comprendre qu'on soit furieux. Pour ce qui est de la personne, là, dans ce cas précis particulier, après, je vais parler de trucs plus généraux, mais dans ce cas particulier, c'est difficile parce que je ne sais pas si l'information a vraiment été bien acquise par la plupart des gens. Ensuite, donc je ne suis pas sûr que… Je ne peux pas te dire, parce que je ne connais pas la personne, si elle était vraiment au fait du risque qu'elle prenait, etc. Moi, mon père, qui a presque 80 ans, qui a un peu plus de 75 ans, est allé voter. Il y avait plein de gens. Donc, mon père, il aurait très bien pu l'attraper facilement. Et il a fait la queue, tout. Donc, et parce que et maintenant, mon père s'approche pas de moi à plus de 2 mètres. Donc, ça doit être je pense que il y avait un problème d'assimilation de l'information. Ensuite, pour ce qui est en général de ce jeu des patterns qui peuvent, c'est très, je trouvais très intéressant l'introduction de Pank. On a des sociétés où les gens meurent à cause d'un principe moral ou d'une pression sociale. Alors Pank et moi, on est assez friands de culture médiévale japonaise où les gens s'ouvraient le ventre parfois pour des trucs absurdes, pour maintenir l'honneur de leurs descendants et le leur. Et ça avait un sens totalement… c'était même pas quelque chose qui faisait qu'on se posait la question à l'époque, c'était comme ça. Et en France, on peut très bien citer le fait qu'une insulte pouvait mener à un duel à 5 heures du matin. Et on oublie que les duels ne sont pas illégaux parce qu'on pensait que c'était nécessairement barbare de s'entretuer. C'était une raison, mais la principale raison de l'interdiction des duels à la fin du XVIIe siècle, c'est parce que trop de membres de l'aristocratie française mouraient, qui étaient censés être des officiers à l'armée, mouraient en duel avant d'avoir pu être réquisitionnés pour les conflits qu'on avait avec l'Espagne et les Pays-Bas. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Même chez nous, il y a eu énormément de personnes qui sont mortes pour des impératifs sociaux. Alors, je choisis l'impératif d'honneur parce c'est un impératif qui est souvent assez dramatique et non négociable pour les personnes qui y sont astreintes. Mais il y a des patterns comme ça sociaux qui font que il y a pas que, en gros, il n'y a pas que les patterns tellement intégrés qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Il y a aussi ceux qui sont tellement intégrés que l'idée de ne pas le faire a un coût social plus important perçu que la mort. Oui, donc là on revient à ce qu'on a un peu vu les dernières fois avec la notion de valeur. Voilà. Là on parle de valeur morale, de valeur éthique. De sens. Où à un moment donné va y avoir cette notion donc, qui pourtant n'a aucune valeur. Si on revient sur notre sujet de la dernière fois, c'est tout ce qu'ils ont mis dans le principe d'y être allé pendant 30 ans et d'être assesseur pendant X années ou faire une action.
S'il ne la fait pas, il y a un déshonneur ou il y a peut-être un ressenti moral qui est réellement problématique et qui peut mettre à mal socialement, émotionnellement, et là en interne. C'est-à-dire que le feedback, c'est en gros, je sers à rien, je suis pour, quoi, j'exagère un peu le truc, ou on peut m'insulter et je ne dirai rien, etc., etc., etc. Comment tu, là, je te voyais pas mal bouger ta tête, Dao, notamment quand il a fait le rapprochement avec les défis, les duels, pardon. Qu'est-ce que tu en penses ça? Alors, moi, j'ai deux pensées qui viennent à moi. La première, c'est effectivement comment dire, l'opposition entre le sens et la logique, d'accord, dont on parle souvent. C'est que ce qui a du sens pour lui n'est pas forcément logique pour un autre cadre, d'accord. Là, une notion, si on prend des notions purement psycho-hypnose, c'est pas parce que tu es dans la logique et l'analyse, le conscient, que tes réactions subconscientes, qui sont liées à tes émotions, ton histoire, tes valeurs, tes croyances et tes patterns, vont pouvoir matcher. Et donc là, il y a un mismatch entre la communication entre l'un qui dit je vais le faire, je peux ne pas le faire, c'est logique, et l'autre truc qui a toute une histoire qui dit de quoi tu parles, tu iras de toute façon. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Il y a une mécommunication interne déjà. Donc ça, c'est ce genre de euh, euh, ce genre d'explication peut permettre effectivement à des gens qui seraient dans l'incompréhension de comprendre ce qui s'est passé et puis de retirer un peu de poids sur leurs épaules par rapport à la notion de responsabilité vis-à-vis de ce qui s'est passé avec cette personne-là. La seconde chose à laquelle je pense, c'est et si le premier tour se passait maintenant, après 3 semaines, après qu'il y ait eu des décès, qu'il y ait plus d'informations, etc. Est-ce que les assesseurs auraient continué à vouloir y aller? Là encore, tout va dépendre certainement de la valeur morale, donc subconsciente, intégrée, et ce que dit très bien Eric. Pour certains, c'est leur don pour la République. Tu vois, c'est quelque chose d'important pour eux. Il y en a, ils vont te dire, j'ai jamais loupé une élection. Et même si c'est la guerre, alors là, notre guerre, elle est très relative, mais même s'il y avait en période de conflit armé une élection, j'irais parce que c'est mon devoir de citoyen, etc. Ça va vraiment dépendre de ta morale, quoi. Le terme morale, dans la notion de ce que l'on estime dans le jugement positif ou négatif, hein, d'accord. Dans cette direction-là. Donc, il y a une vraie réflexion. Si tu estimes que c'est quelque chose d'hyper important, est-ce que effectivement tu n'irais pas quand même? Eric, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve ça intéressant parce que on a souvent ce qui. Bon, on peut continuer à rebondir sur ce qu'on a dit avant, mais si on va faire un peu à explorer autre chose. Il y a aussi le fait qu'on a souvent des différents paradigmes qui peuvent exister au même moment. Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en Europe, donc si on parle de ce cas en France, on est par exemple dans une culture, la culture occidentale, c'est une culture, la culture, donc on va dire, c'est une culture judéo-chrétienne, c'est une culture de honte. C'est-à-dire que de culpabilité. C'est-à-dire où on met en avant l'idée que c'est la culpabilité, ce qu'il faut éviter, c'est l'émotion négative qu'il faut éviter, c'est le fait de se sentir coupable. Dans les cultures d'honneur, ou les cultures confucéennes, par exemple, au Japon, on va partir de culture de honte, où c'est la honte qui est la pire chose à éviter. Pas le fait de se sentir nécessairement coupable, mais le fait de se sentir honteux. Et là, je parlais des duels parce que en réalité, c'est plus compliqué que ça. Il y a souvent les deux qui peuvent exister au même moment. C'est-à-dire qu'on se bat pas en duel parce qu'on se sent coupable, on se bat en duel parce qu'on ne veut pas avoir honte et être déshonoré. Et on peut avoir les deux choses à la fois. Les forces armées n'ont pas des cultures de culpabilité, elles ont des cultures de honte, où qu'elles soient. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis quand tu parles des devoirs auxquels les gens vont s'astreindre. Les devoirs, ils sont liés à l'idée de devoir. C'est-à-dire, je vais être assesseur, je vais sortir de la tranchée pour courir vers la mitrailleuse allemande ou française si je suis de l'autre côté. Je vais aller bosser à l'hôpital alors que je risque de choper le coronavirus et que je fume depuis que j'ai 13 ans et qu'il y a des grandes chances que je le chope et j'ai déjà 50 ans et je suis médecin, il y a des chances que j'en crève. C'est des moteurs dont tu pourrais dire qu'ils sont absurdes d'une certaine façon. Tu disais c'est pas la logique, mais ils sont pas nécessairement illogiques parce que
la honte et la culpabilité que tu ressentirais post-crise serait, et le poids, le coût social serait tout à fait, ce serait tout à fait illogique de prendre le risque de le subir. C'est-à-dire que toute ta vie, on pourrait te rappeler que quand il y a eu le coronavirus et que tous tes potes médecins que tu connais depuis, je sais pas, depuis l'école qui y sont allés, bah, ils savent que toi, tu n'y es pas allé. Tu peux être au banc de la communauté médicale et plus jamais pouvoir exercer correctement et plus jamais pouvoir aller à un dîner avec des potes et plus jamais pouvoir machin et tes amis te tournent le dos et donc ta vie est foutue. Ce qui est intéressant là dans ce que tu soulignes, on a vraiment cette notion de pression sociale. Tu vois, Ouais. qu'importe les exemples qu'on prend, il y aura toujours un retour par rapport à la perception du moi par rapport au groupe et du groupe par rapport au moi. Donc là, il y a quelque chose que je trouve que tu touches qui est important, que ce soit la honte, il ne faut pas ou la culpabilité, être coupable d'eux, qu'on ne me déshonore pas ou que je dois dépasser quelque chose, ça peut être par rapport à soi. Mais par rapport à soi, à la limite, j'ai envie de te dire, tu peux dealer avec ça d'une manière ou d'une Oui. autre. Par contre, le monde social, le monde aujourd'hui, regardez le soir, les gens applaudissent. C'est pour les encourager. En gros, si tu es le médecin, comme tu viens de dire, ou l'infirmier qui dit fuck off, vous m'envoyez au casse-pipe, j'ai pas envie, euh, lui, il pourrait se mettre OK avec ça, mais il se mettra certainement jamais OK avec le regard, la désapprobation, les strokes négatifs, etc. Et il y a le stroke positif d'y aller aussi. Il y Bien a le sûr, fait que tout un on est monde t'applaudit, d'accord. il y a le fait qu'on dit que tu es génial, il y a Bien le sûr. fait que tu te sens, que pour la première fois tu te sens un héros, qu'étant médecin qui galère pour la première fois de ta vie, tu as l'impression, ou infirmier on va dire, parce que médecin c'est plutôt très prestigieux, mais tu es infirmier qui est indispensable au fonctionnement. Là pour l'instant, là on te traite comme si tu étais le plus grand chirurgien du cœur de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les gens se mettent à genoux devant toi. Et c'est pour ça que les quelques cas isolés, qui se pensent sur les cas isolés où des infirmiers ont été mis au banc de leur résidence parce qu'ils risquaient de contaminer les gens, il y a des histoires comme ça où on a dit, révoltent absolument tout le monde et font la première page parce que ça révolte tellement que ça fait vendre. Dao, comment tu rebondirais là sur cette notion donc là on arrive sur une notion de pression sociale qui va énormément influencer et peut-être que cet homme-là, même si sa famille lui disait tu peux ne pas y aller, peut-être que vis-à-vis des gens avec qui il est dans son bureau, qui est souvent le même bureau de vote que dans lequel tu peux aller depuis pas mal d'années, ou avec le même groupe que dans lequel tu peux aller, peut-être que cette pression-là est plus importante que le danger perçu. Bien sûr, hein, pas danger réel, danger perçu. Alors moi, la question que je me pose, c'est cette notion de pression sociale, est-ce qu'elle est universelle? Est-ce qu'elle est propre à l'homme? Est-ce qu'elle est propre à des cultures? Est-ce qu'elle peut changer? Est-ce que, étant donné qu'on considère qu'actuellement on est en train de vivre une accélération du temps, puisqu'on a peut-être 15 ans de données qui sont compilées sur 2 mois actuellement, donc qui vont peut-être amener à un certain niveau de changement, certainement nuancé suivant les strates, pas complètement. Est-ce que les nouvelles générations qui vont arriver vont percevoir cette notion de pression complètement différemment qui Regarde fait que... Instagram et regarde Facebook. Hein. Les gamins, ils sont encore pires que les générations d'avant. Moi, je pense que tu ne peux pas t'en affranchir. C'est impossible. C'est dans ton. Comme je t'avais dit un jour un truc qui t'avait beaucoup plu, j'avais dit, en parlant des communistes, tu vas pas. Oui, c'est super. Oui, l'hypersocialisme, ça peut être une belle idée pour certaines personnes. Le problème, c'est que tu vas pas changer une espèce en 50 ans. C'est-à-dire, c'est pas 2 millions. Tu vas pas changer 2 millions d'années d'évolution en 50 ans. Tu ne peux pas changer l'espèce. C'est dans ta nature d'être un être social, et c'est dans ta nature d'exister vis-à-vis de la pression sociale. J'ai 2 exemples de ça qui sont des exemples que j'ai trouvés très probants et qui sont pratiques quand j'en parle à des gens plus jeunes ou à des nouveaux, à des personnes. Premièrement, qui était le principe de, et c'est assez lié à ce qui nous arrive en ce moment, c'était des personnes de Médecins sans frontières qui voulaient expliquer dans un village très très reculé de l'Inde comment pourquoi il fallait faire bouillir la flotte avant de la boire. Dans un village où ils avaient eu un problème avec l'eau usée. Donc, au début, ils partent du postulat qu'on va expliquer qu'il y a des microbes, ils sont invisibles, ils te rendent malade, etc. Rien à battre parce que ça ne correspond pas aux croyances locales, etc. Deuxième technique, on va donner un pourboire aux femmes les plus influentes du village
et on va leur dire, tu vas faire bouillir ta flotte. C'est les femmes les plus riches, les plus influentes de la communauté. Le lendemain, tout le monde bout sa flotte parce que tout le monde veut faire comme elle. Principe des influenceurs. Hein. Principe des influenceurs. Ça, c'est un bon exemple. Deuxièmement, tu peux changer ce qui influence ou le paradigme, tu vois, le général d'influence. Pourquoi est-ce que dans un pays, c'est bien d'avoir des scarifications sur le visage et que dans un autre, c'est la honte totale et au contraire, ça te met au banc, etc. Ça va dépendre. Mais au final, il y a toujours un facteur de pression sociale parce que l'être humain seul meurt. Il n'y a pas d'être humain seul, ça n'existe pas. C'est-à-dire, vivre seul dans une cabane, ça demande sans armes à feu, sans choses qui ont été construites par quelqu'un d'autre de façon industrielle, tu meurs. L'être humain seul n'existe pas. Tu es obligé de vivre. Il n'y a pas d'être humain seul dans les cultures premières. C'est pour ça que le fait d'être banni, c'était pire que la condamnation à mort parce que ça voulait dire que tu vas mourir de faim, de froid ou de maladie. N'oubliez pas, on est une culture d'entraide. Hein. Qu'on le veuille ou non, on est basé sur l'entraide. On ne peut que survivre dans l'entraide. La culture de pouvoir est secondaire parce qu'on a eu suffisamment par l'entraide. Hein. Ouais, on n'est pas moins grégaire qu'un loup ou un loup a plus de chances de survivre seul qu'un être humain. Hein. Tout à fait. On est plus proche du babouin que du loup, d'ailleurs, ça se voit. Donc, je ne pense pas qu'on puisse réellement... Enfin, je ne pense pas, c'est plutôt avéré. Ça, s'il y a un truc, je parierais, il y a beaucoup de choses qui semblent évidentes, je pense, sur lesquelles je parierais moins. Je pense vraiment qu'on ne peut pas s'affranchir pour l'instant de la pression sociale. On peut peut-être créer des univers artificiels qui nous donnent l'impression mais la réalité, il y a une bonne métaphore pour ça, qui était une blague d'un comique de Joe Rogan qui disait « Si je t'envoie sur une île déserte demain avec rien du tout, combien de temps avant que tu puisses m'envoyer un email ?» Bah, non. Oui, bien sûr. Il faut l'accepter. Ouais. C'est pas non, non. On a besoin les uns des autres. Même un misanthrope comme moi. Soi-disant misanthrope. Dao. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, c'est vrai, c'est cette notion de pression sociale. Oui, je pense que c'est vrai, c'est qu'on est. C'est toujours pareil, c'est que j'essaie toujours de mesurer jusqu'à quel curseur on peut s'indépendantiser, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est jusqu'où, en fait. Ça ne veut pas dire isolé, hein. Non, oui, complètement, mais s'affranchir de la pression sociale, jusqu'à quel point? Quels sont les leviers qui... voilà, par exemple, on prend le cas des assesseurs. Le gars, il a quand même conscience que sa santé est vraiment en jeu. Supposons que il a eu d'autres amis qui sont morts, qui avaient les mêmes symptômes que lui, les mêmes caractéristiques. Quels sont les leviers qu'il devra activer pour briser cette pression sociale et accepter de faire quelque chose pour lui-même, sachant que j'ai conscience qu'il y a des gens qui vont même, s'ils ont vu des collègues à eux, assesseurs décédés, vont quand même y aller parce que cette pression est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'ils sont portés par quelque chose de beaucoup plus grand que l'idée de leur propre mort. Ouais. Ça va aussi dépendre des personnalités. Si tu reprends sur le spectre des énéagrammes, tu n'as aussi pas forcément parce que c'est plus grand, c'est simplement parce qu'il y aura plus de strokes. C'est simplement parce que c'est compétitif, ça fait une victoire, tu vois, ça fait quelque chose d'intense. Si on prend le spectre des énéagrammes, tu pourras trouver plein de choses. La pression sociale va nourrir en termes de stroke négatif ou positif, et ta gestion de l'unité de reconnaissance qui va être hyper important à ce moment-là. Est-ce que je suis l'unité de reconnaissance, c'est un beau terme, ça. Ouais, cette idée-là, c'est est-ce que je vais être apte à subir sans unité de reconnaissance négative? Est-ce que je peux tenir? Jusqu'à quel point? Tu vois, il faudrait qu'on arrive à dire, bon, bah, un stroke comme ça, c'est un point, une unité de reconnaissance positive, ça c'est une négative, etc. Il faudrait voir. Je suis sûr qu'il y a toujours un moment où le curseur fait que on est apte à recevoir un certain nombre de strokes négatifs, mais il y a un moment où
on va être en manque, on va se sentir en danger, pas en sécurité, rejeté, donc à nouveau en danger si on reprend la notion d'animal social, ce qui risque d'être très très complexe à gérer. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est qu'on retienne cette idée-là que tu es en train de proposer pour demain, de voir justement quels pourraient être les leviers pour s'apaiser par rapport à ce besoin de reconnaissance de l'autre, même si, juste pour introduire, je rappelle que le fait qu'on soit déjà narcissique et qu'on ait plus ou moins un taux de narcissisme, à l'époque, au niveau de la psychanalyse, Lacan avait développé un stade de plus qui s'appelle le stade du miroir. Et le stade du miroir, c'est voir l'enfant, si quand il se regarde, il reste comme ça en train de faire beau gosse, ou au bout d'un moment, qui commence à faire autre chose. C'est très intéressant parce que c'est moi, je me regarde, mais quand les autres font quelque chose, c'est je me regarde moi au regard des autres, et donc notre rapport narcissique est extrêmement affecté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. On verra demain comment on va développer ça, mais on garde ça pour demain. Merci les gars, et à demain.